Salut mes African Lovers, bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'histoire des peuples africains. Nous avons l'honneur d'aborder aujourd'hui l'histoire de la Confédération des Fanti. Chers African Lovers, n'oubliez pas de souscrire à notre nouvelle plateforme Patreon pour nous soutenir et améliorer la qualité de notre contenu. Vous pouvez aussi faire des dons sur notre plateforme PayPal. Tous les liens de ces deux plateformes sont dans la barre de description. La Confédération Fanti et sa constitution sont profondément enracinées dans l'histoire de la région côtière de l'actuelle République du Ghana. Le peuple Fanti occupait historiquement la région de la Gold Coast, entre la ville d'Accra et les villes jumelles de Sekondi et Takoradi. La langue Fanti constituait une partie importante de la famille linguistique Akan, un sous-ensemble de la famille prédominante Niger-Congo de l'Afrique de l'Ouest. Pendant l'ère précoloniale, la vie sociale et politique des Fanti a été définie par son organisation et une multitude de royaumes, chacun subdivisé en composantes bien définies, avec une capitale de la cité-État pour chaque politique respective. Les traditions orales Fanti prétendent descendre de la politique Akan intérieure de Tekima, ville du centre-ouest du Ghana. L'histoire des Fanti et de leur origine ont été façonnées par leur emplacement au cœur de la riche Gold Coast en Afrique de l'Ouest, et dont les Fanti avaient des relations étendues avec des commerçants européens en visite tels que les Portugais, les Hollandais, les Danois, les Suédois, les Allemands, les Français, les Britanniques et le puissant empire Ashanti de langue Akan qui dominait le territoire intérieur. La focalisation des États Fanti dans cette géographie politique complexe a permis une longue aisance culturelle cosmopolite et l'expérimentation unique de formes politiques qui sont des réalisations importantes dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. L'emplacement des Fanti sur la Gold Coast définit leur climat et leur géographie. La côte ghanéenne est située à quelques degrés au nord de l'équateur, donnant à la région un climat tropical très chaud typique. En tant que climat tropical, la région Fanti a deux principales saisons, la saison humide et la saison sèche ou encore harmattan ouest-africain. La côte du Ghana sur l'océan Atlantique s'étend sur 560 km, dont 350 miles. La région de Long Fanti constitue près de 220 km, dont 136 miles, de cette grande région côtière. Aujourd'hui, les Fanti constituent environ 5 millions d'habitants sur une population de 32 millions d'habitants au Ghana. Cette grande population se livre à des activités agricoles et économiques typiques de la région, y compris la pêche, ainsi que la culture de l'igname, du manioc, des bananes plantains, du palmier à huile et du cacao. En plus des fruits de mer abondants, les populations élèvent aussi de la volaille, des chèvres et des bovins pour une alimentation riche en protéines ainsi qu'en amidon. Bon, qu'en est-il de leur histoire à proprement parler? Vers le XIIIe siècle, les Fanti, connus sous le nom de Borbor Fanti, ont migré de Takima. Les Fanti ont émigré vers la côte et ont établi un règlement à Mackenzie. À Mackenzie, le pouvoir politique Fanti s'unit dans le Nanamon, sanctuaire Mpo, qui est le bois sacré des ancêtres, reliant le régime politique et le sacré. Le sanctuaire Nanamon Mpo a été conceptualisé comme le lieu sacré, cœur de l'univers cosmologique Fanti. Mackenzie fut aussi le successeur lieu de l'établissement de la Confédération Fanti en 1868 et de la consécration de sa constitution. Depuis leur base de Mackenzie au XVIIe siècle, les Fanti se sont développés pour dominer la majeure partie de la Gold Coast. Au XVIIIe siècle, les Fanti
en était venu à dominer la position intermédiaire dans le vaste commerce transatlantique de l'or, du cacao et des êtres humains. Mais l'ascendance politique des Fondés s'articulait en termes de culture, car les Fondés étaient caractérisés par une société civile politiquement décentralisée, contrairement à la politique Ashanti, plus hiérarchique et impériale. Dans la politique théorique Fondé classique, chaque ONE, c'est-à-dire chef noble, maintenait un siège représentatif à l'Assemblée fédérale à Mackenzie. Ainsi, malgré leur décentralisation, il y avait une continuité générale dans la vie politique et économique côtière. Le ONE était en théorie le père du village. Son titre foncier donc et ses droits politiques dans l'Oman, c'est-à-dire dans l'État, dérivaient de la descendance héréditaire et de ses ancêtres qui ont fondé le politique. Sous l'ONE, différents groupes d'intérêts se tournent vers lui pour obtenir des conseils et du pouvoir. Ces groupes comprenaient sa famille, en particulier ses épouses et ses enfants, et des sous-groupes familiaux ordonnés qui s'étaient séparés dans la ville foncière dominante. Il y a aussi les lignées familiales, subordonnées dans le même village. En plus, des personnes à charge qui étaient membres de sa famille. Les autres constituant sous la protection de l'ONE incluaient les esclaves et les personnes pour lesquelles des prêts avaient été accordés et avaient soit fait défaut, soit n'avaient pas encore remboursé leurs prêts. Alors que l'ONE était essentiellement un représentant de section du canton, l'Omanhene était le roi national et l'incarnation de la volonté générale de l'État. L'Omanhene n'était pas seulement le chef de l'État, mais aussi l'arbitre judiciaire et le chef du corps législatif. Il y a aussi le Soupi, qui était le capitaine de compagnie, qui entretenait la politique nationale des drapeaux et des munitions. Il servait aussi de porte-parole, de rhétoricien et linguiste de l'Omanhene. L'Omanhene nommait son Soupi, qui devait être confirmé par les conseillers nationaux, les Bengouafou. Chers amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de nous laisser un pouce j'aime pour qu'elle soit propagée au maximum de personnes. Les Soupis devaient être bipartites et devaient rompre leurs liens avec la société d'État afin de ne pas présenter de conflit d'intérêts. Le conseiller, le Soupi, était vu en tant que représentant du peuple, c'est-à-dire qu'il avait obtenu le poste sans tenir compte de la succession. Les Bengouafou étaient donc responsables de la réduction du pouvoir de l'Omanhene et reflétaient donc la volonté générale des différents villages et cantons qui constituaient l'Omanhene. L'on peut donc constater qu'à l'instar des régimes modernes parlementaires qui consacrent la division et la balance du pouvoir, les Fondés avaient une politique qui n'a rien à envier à ceci. Ce sont toutes ces caractéristiques très générales qui constituent le régime indigène Fondé. Un autre peuple en Afrique de l'Ouest, parti de la famille Akan, présente une histoire légendaire fascinante. Je vous invite à cliquer sur le lien pour la découvrir. Au XVIIIe siècle, le Fondé Oman, c'est-à-dire l'État, est devenu fortement fracturé en raison des guerres incessantes avec les Assantés qui étaient à l'intérieur du pays et les Ga, autre groupe ethnique situé au sud-ouest. À son zénith, l'Empire Ashanti avait conquis un territoire de près de 250 000 km², plus grand que la République du Ghana. La Confédération Fanti a donc établi la compagnie militaire Asafo afin de défendre efficacement ses frontières et de maintenir sa souveraineté contre Kumasi, c'est-à-dire l'Empire Ashanti et ses alliés hollandais. Les sociétés Asafo ont fourni aux jeunes hommes, en particulier aux esclaves capturés, une avenue pour une mobilité sociale, car ces esclaves étaient formés en guerriers. Les chefs des différentes sociétés Asafo étaient des hommes connus sous le nom de Brafoué. Les Brafoué ne pouvaient être élus que par les autorités fédérales basées à Mackenzie, où ils reçoivent une formation spirituelle et un apprentissage politique. Ils ont grandement aidé à structurer la politique étrangère des Fondés. Les Asafo n'étaient donc pas que des hommes formés à la pratique militaire, mais aussi à l'éducation politique et spirituelle, des hommes tout à fait complets. Certains historiens Fondés ont soutenu
que la structure décentralisée de l'ancienne confédération Fanti n'était pas simplement une réponse aux menaces politiques de ses voisins, mais représentait plutôt une préférence dans la société civile Fanti pour la représentation républicaine. Plutôt que de fusionner en 3 politiques générales conformément aux 3 principales migrations à camp de Takima, l'aristocratie Fanti a établi plusieurs États centraux le long du littoral de la Gold Coast, notamment à Cebu, à Numambo, à Bora, Mackenzie, Nkusukum, Ekumfin, Yan et Gomoa. Sous l'administration du royaume Ashanti, Osei Bonsu, roi des Ashanti, a envahi et conquis la fédération Fanti entre 1806 et 1824 pour tenter de briser le monopole Fanti et accéder directement au commerce extérieur. La British Slave Trade Act de 1807, qui a aboli le trafic d'êtres humains qui avait caractérisé le commerce le long de la Gold Coast, menaçait davantage la fortune de la Confédération Fanti. En 1831, le représentant britannique à Cape Coast négocia un traité de paix entre les Fanti et les Ashanti. Le traité garantissait la protection des Fanti contre l'agression des Ashanti et a accordé à Ashanti l'accès aux routes commerciales extérieures. Une histoire visible encore de la présence constante de politiques étrangères dans les affaires internes africaines. 2 grands changements historiques du milieu du 19e siècle, cependant, ont conduit à un grand ressentiment pour les Britanniques parmi les Fanti. Les marchands Fanti, qui depuis l'abolition de l'esclavage, avaient appuyé leur commerce sur des capitaux britanniques prêtés par Londres et le Manchester Trading House, avaient mûri pour se rendre compte de la situation précaire de leurs dettes. L'établissement du protectorat de la Gold Coast, Cape Coast, en 1850 a signalé une augmentation de l'ingérence britannique dans les affaires des Fanti. Les Britanniques ont aussi commencé à héberger des esclaves fugitifs, les péages imposés et les taxes de vote. Ils ont également commencé à jouer un rôle plus important dans l'installation des chefs des familles royales, supplantant le fondement de la légitimité et du souverain, l'Omanréné. Ces circonstances, ainsi que l'augmentation de la dette envers les maisons de commerce européennes et l'empiètement de la souveraineté britannique sur la côte, ont favorisé l'érosion de l'autorité aristocratique et le déclin de l'élite marchande Fanti. Si vous voulez connaître l'histoire de cet autre peuple rival des Fanti, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.